Déjà bonjour et merci beaucoup à FLUPA pour l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'UX design dans les nouvelles technologies. J'ai eu l'idée de cette conférence parce qu'en présentant mon parcours à d'autres UX designers, je me suis rendu compte que c'était les domaines dans lesquels j'ai travaillé intriguaient pas mal et ils se demandaient comment ça se passait. Donc il y a une chose très importante à savoir dans les nouvelles technologies, c'est que ce sont des produits comme les autres en fait. Votre utilisateur reste un être humain et il est au cœur de votre conception. Donc à partir du moment où vous savez concevoir pour un produit, vous pouvez également concevoir pour les nouvelles technologies. Donc grâce à cette conférence, je vais vous montrer que vous aussi, vous êtes capable de le faire à partir du moment où vous êtes UX designer. Je vais commencer quand même par vous décrire un petit peu les difficultés auxquelles on est confronté, parce qu'il y en a qui sont un peu spécifiques. Et à travers des exemples sur les technologies sur lesquelles j'ai travaillé, je vais vous montrer un petit peu comment on retrouve ces notions du UX design avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler quotidiennement. Je vous parlerai aussi de tests utilisateurs, les contraintes auxquelles j'ai été confrontée et les solutions qu'on a pu trouver pour y remédier. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous donnerai des petits conseils pour vous lancer. Déjà, qu'est-ce que j'entends par nouvelles technologies? Ce sont des technologies qui donnent des nouveaux modes d'interaction, de nouvelles possibilités. Donc en fait, j'ai choisi les jeux vidéo de 7e et 8e génération, je vous réexpliquerai juste après, la robotique humanoïde et la réalité augmentée, virtuelle et mixte. Déjà, le travail du designer dans les nouvelles technologies, et donc on rencontre certaines difficultés, notamment au niveau du manque de standards. On a très peu de recul, étant donné que ces technologies sont soit utilisées depuis peu de temps, soit pas encore utilisées quand on commence à designer dessus. On a donc peu de guidelines, donc bien sûr, il y a des recherches qui sont faites pour essayer d'en trouver des nouvelles, mais c'est pas forcément évident et il n'y a pas encore de choses vraiment stables et établies pour le moment. Et il n'y a pas forcément de standard technologique. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de robots, beaucoup de casques de réalité virtuelle, mais il n'y a pas encore celui que tout le monde utilise et va utiliser plus tard. Donc il faut vraiment pouvoir se projeter et fonctionner par essai-erreur. On a également des connaissances limitées sur les utilisateurs. On n'a pas d'habitude établie, comme je vous le disais, parce qu'ils ne sont pas forcément encore utilisés. On a parfois une cible qui est très large, parce que ce sont des domaines qui sont drivés par la technologie, donc on ne pense pas forcément au use case, mais aussi possibilités technologiques. Donc ça peut, par exemple, pour les robots humanoïdes, on s'adresse à des enfants, à des personnes âgées, à des professionnels, à des gens chez eux. La population est vraiment très très large. Mais on peut aussi avoir des types d'utilisateurs qui sont très segmentés. Donc on a ceux qui n'y connaissent rien du tout, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés, et ceux qui sont complètement fans, les early adopters, qui eux vont s'arranger pour saisir le meilleur prétexte pour utiliser ces technologies, soit à des salons pour tester des nouveaux prototypes, soit carrément en avoir chez eux dès que cela est possible. Bon, il y a une solution, hein, bien sûr, c'est de pouvoir concevoir à partir des connaissances qu'on a sur l'humain. Votre utilisateur, c'est toujours un humain. Donc à partir du moment où vous connaissez les méthodes pour concevoir pour lui, bah là, vous avez déjà gagné. Vous pouvez adapter les heuristiques ergonomiques à ces nouveaux produits, et c'est ce que je vais vous montrer aussi par la suite avec les exemples que je vais vous présenter. Donc on va commencer par les jeux vidéo de 7e et 8e génération. Ce que j'entends par jeux vidéo 7e et 8e génération, c'est la Wii U et la Kinect avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler chez Ubisoft au moment de la sortie de la Wii U et de la Kinect. Donc j'ai pu être confrontée au prototype avant qu'ils sortent. Donc la Wii, je pense que vous connaissez tous. Vous avez une manette dans la main et ça détecte les mouvements et vous pouvez interagir avec votre jeu vidéo directement en bougeant. La Wii U, c'est comme la Wii, mais cette fois, vous avez également une manette sur laquelle il y a un écran qui va être différent de ce qui est projeté à la télévision. Donc vous pouvez avoir des informations différentes et avoir des gameplays asymétriques. Il y a également la Kinect, où là, cette fois, vous n'avez plus du tout de manette et vous pouvez interagir pour jouer avec seulement votre corps et les mouvements. Donc avec la Kinect, comme je vous disais, il n'y a plus de manette. Donc vous interagissez avec la machine avec votre corps. Ce n'est pas forcément quelque chose de très courant. Donc là, on a des problématiques de prendre en compte la fatigue musculaire. Si, en particulier dans les menus, parce que si votre jeu, le but c'est de vous épuiser, bon bah là c'est bon, c'est pas grave, vous pouvez y aller. Mais dans les menus, il ne faut pas que la personne ait tout le temps la main en l'air et des positions inconfortables. Il faut vraiment que vous pensiez à ça lorsque vous designez. Il faut également inclure les variantes d'un même geste. Par exemple, sur Kinect, il y a un geste qui est très utilisé pour... je vais essayer de faire des gestes en entendant en même temps. Ce geste-là, c'est pour valider une entrée dans le menu, dans beaucoup de menus de Kinect. Sauf que vous êtes un être humain, vous n'allez pas faire exactement ça, vous allez potentiellement faire comme ça pour valider, mais votre intention reste la même. En revanche, si vous faites comme ça, c'est peut-être que vous abandonnez votre action, il ne faut pas que ce soit pris en compte. Donc il faut vraiment être flexible pour essayer de détecter la bonne intention qui va faire l'action que vous voulez.
Et donc là, en fait, vous allez voir sur chacune de mes slides, j'essaye de trouver la notion d'ergonomie qui me parle le plus. Donc cette fois, j'ai décidé de parler de navigation. Bien sûr, il y en a plein. Donc le but, c'est que vous aussi, vous trouviez les vôtres pour vraiment vous rendre compte que c'est assez simple et que tout le monde peut le faire. Cette fois, avec la Wii, on peut offrir à l'utilisateur plusieurs moyens d'interaction pour un même résultat. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une manette qui peut soit détecter les mouvements, mais elle a également des boutons. Par exemple, dans le menu Just Dance, pour choisir une chanson à lancer, vous pouvez soit viser la jaquette, soit utiliser les boutons pour les faire défiler et valider celle que vous voulez. C'est ce que je viens de vous dire. Donc là, ça vous permet d'avoir plusieurs moyens pour avoir un même résultat. Il faut également inclure les variantes de gestes, c'est comme pour la Kinect. Par exemple, lors d'une chorégraphie sur Just Dance, si vous tenez votre manette comme ça ou comme ça, mais que votre geste c'est le bon, celui que le coach vous demande, il faut que vous ayez un bon score parce que sinon vous allez avoir un sentiment d'injustice et vous n'allez pas forcément vous amuser comme vous le voudriez. Et donc là, j'ai souhaité parler d'adaptabilité justement pour avoir plusieurs moyens à un même résultat. Avec la Wii U, l'utilisateur, comme je vous le disais tout à l'heure, doit gérer 2 écrans distincts dans des gameplays asymétriques. Donc si vous êtes 2 joueurs, vous avez chacun votre écran à gérer, bon, tout va bien, ça ne change pas des autres jeux. Mais si vous êtes tout seul, vous avez les 2 à gérer. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à guider l'attention de l'utilisateur pour faciliter le passage de l'un à l'autre en fonction des fonctionnalités et où vous en êtes dans la partie pour que le passage se fasse assez naturellement et que vous ne soyez pas en panique entre les 2 écrans à switcher. Il faut également limiter la densité informationnelle. Donc ça, vous connaissez tous. Parce que si vous avez des informations partout sur les 2 écrans, vous n'allez plus savoir ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment présenter les informations au moment opportun par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans le jeu. Donc là, bien sûr, j'ai décidé de me pencher sur la charge cognitive. Mais bien sûr, il y a d'autres notions qui auraient pu être pensées. Maintenant, les robots humanoïdes. Donc j'ai eu la chance de travailler sur des robots humanoïdes chez Aldébaran, maintenant SoftBank Robotics, sur les robots Nao, Romeo et Pepper. Vous avez dû les voir, il y en a une juste à l'entrée de la Cité des Sciences, il y a une Pepper. Ce sont des robots qui ont pour but de partager la vie des humains pour les divertir et les aider dans divers contextes, que ce soit chez eux, à l'école, dans des maisons de retraite, dans des endroits comme la Cité des Sciences, dans des gares, enfin il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment, les cas d'utilisation sont vraiment très très larges. Alors, je vais prendre l'exemple de Pepper pour vous dire que l'utilisateur peut communiquer à travers différents canaux. Donc, il y a le verbal, la tablette qu'elle a sur le torse, ses mouvements, les vôtres aussi, et les LED. Donc, à partir de là, déjà, on a une forme qui se dégage, et à travers cette forme, l'utilisateur va avoir des attentes particulières, parce que cette forme est aussi humanoïde. Voilà, humanoïde. Donc, il faut vraiment faire attention aux attentes qui sont suggérées par cette forme. Par exemple, vu que c'est un... Comme elle a une forme humanoïde, vous allez potentiellement aller vers le verbal, attendre d'elle qu'elle vous comprenne. Donc là, vous pouvez avoir une discussion. En revanche, son niveau de développement est différent de l'humain. C'est-à-dire que si vous lui faites coucou, elle ne va pas forcément le voir parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle est capable de détecter. Alors que chez les êtres humains, un bébé, vous allez lui faire coucou, a priori, il va réagir, il va regarder la main, et vous n'allez pas pouvoir avoir une conversation incroyable avec lui tout de suite. Donc il y a vraiment un décalage, et c'est vrai que ça, c'est à prendre en compte lorsque vous designez. Il faut également utiliser le meilleur canal en fonction du message que vous avez à délivrer. Donc si vous avez des paramètres ou une liste longue, vous n'allez pas forcément passer par le verbal, vous allez plutôt passer par la tablette pour que les informations puissent être perçues au rythme de la personne et pas énumérées à la voix alors que vous avez l'opportunité d'avoir une tablette. Alors que pour avoir une interaction plus fluide, vous allez utiliser le verbal. Et comme pour la Wii U, il faut aussi guider l'attention de l'utilisateur et regrouper les canaux d'interaction. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine conversation avec Pepper et à un moment, il y a une information qui est plus visuelle qu'il va falloir délivrer à l'utilisateur, là, il va falloir qu'elle vous accompagne pour une attention conjointe, pour regarder sa tablette et que vous aussi, vous la regardiez et que vous ne passiez pas à côté du message. Donc là, j'ai décidé de parler... excusez-moi. Et on peut aussi se servir d'un canal comme alternative à un autre, c'est-à-dire que, par exemple, Pepper a un peu de mal à comprendre si vous avez un accent un peu fort. Donc vous la comprenez très bien parce que vous parlez la langue, mais potentiellement, elle ne peut pas vous comprendre. Donc à ce moment-là, quand on voit qu'il y a un problème de la sorte, on peut aussi utiliser la tablette pour que la personne puisse choisir la réponse qu'il voulait donner à Pepper. Donc là, je choisis de parler d'affordance. Alors l'affordance en psychologie, c'est les possibilités d'action d'un objet, et en ergonomie, c'est les capacités d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Donc là, c'est pour ça, ça me paraissait tout à fait pertinent par rapport à ce que je vous ai énoncé. Il faut voir aussi qu'un robot, c'est un objet physique en mouvement qui est intégré dans le monde réel.
Donc ça importe de nouvelles problématiques par rapport à un ordinateur qui est fixe à un endroit donné. Il va falloir gérer l'interaction à 360 et en 3D. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si votre robot est ici, vous pouvez interagir avec lui tout autour de lui, mais également près, loin. S'il a un message vraiment important à délivrer, il faut que ce soit visible de dos, de face, que si vous commencez à interagir avec lui, il va plutôt se retourner pour faciliter l'interaction. Donc il y a vraiment plein de choses à penser au moment où on design des applications pour le robot. Il faut également que le robot prenne en compte son environnement. Bien sûr, s'il commence à se taper dans les murs ou à ne pas reconnaître, à ne pas voir s'il y a quelqu'un dans lui, ça ne va pas forcément être une expérience incroyable. Donc il faut vraiment qu'on comprenne qu'il ait conscience du moment de la journée où on est, par exemple. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit? Du niveau sonore, il va potentiellement parler plus fort. Donc il y a plein de cas de contextes différents auxquels il peut être confronté. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et notamment, par exemple, au niveau des mouvements. Lorsque le robot fait une animation, il ne faut pas qu'il rentre en impact avec un utilisateur. Donc s'il détecte quelque chose qui est trop près au moment où il fait une animation, il va arrêter son mouvement pour être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appelé la safety chez Aldebaran. Là, je choisi de parler de contextualité, forcément, puisque c'est prendre en compte le contexte. Maintenant, je vais vous parler de l'extended reality. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la réalité élargie en français, qui comprend la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc la réalité virtuelle, c'est quand vous avez un casque sur la tête et que vous êtes complètement immergé dans une autre réalité qui n'a plus aucun rapport avec la vôtre. La réalité augmentée, c'est juste apposer des informations sur votre monde réel. Donc là, il n'y a pas de reconnaissance de l'environnement. Alors qu'en réalité mixte, c'est mettre des éléments virtuels dans du réel. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon image, l'objet virtuel est derrière le canapé, il sait qu'il y a un canapé, qu'il est derrière, donc on va afficher à l'utilisateur qu'il est bien à cet endroit-là. Il y a vraiment une reconnaissance de l'environnement. Il y a différents appareils, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de casques de réalité virtuelle, bon là j'en ai mis que 3. Mais en général, les interactions se font à travers des manettes, alors que HoloLens, qui lui est un casque de réalité mixte, se fait sans manette, et comme vous pouvez le voir, il y a une vitre. En fait, c'est pour que vous gardiez contact avec votre réalité et que vous puissiez voir ces éléments virtuels, mais votre réalité directement avec vos propres yeux, pas à travers un écran. Avec HoloLens, pour ceux qui ne connaissent pas, les interactions sont assez particulières. C'est-à-dire que vous visez, votre curseur est lié à votre tête, au mouvement de votre tête, donc vous visez avec votre tête et vous cliquez avec le doigt en faisant ce geste-là. Donc c'est un geste qui n'est pas forcément très naturel, qu'on n'a pas tous l'habitude de faire, mais c'est fait exprès aussi pour ne pas avoir de faux positifs. Et votre main sera détectée que si elle est dans cette position ou celle-ci. Donc vous pouvez soit cliquer, soit drag and dropper, soit double-cliquer. Bon, il y a plein, mais les interactions sont assez limitées, plus qu'avec des manettes, par exemple. Et donc, moi, personnellement, actuellement, je travaille sur Minsight. Minsight, c'est un logiciel de création d'expériences en réalité élargie, où en fait vous pouvez créer votre expérience directement dans le casque. Comme ça, vous avez votre expérience à taille réelle, vous n'êtes pas obligé de passer par un ordinateur et vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que votre visiteur verra. Vous pouvez importer du contenu dans votre scène à partir de sites externes comme Google Drive ou Dropbox, l'agencer et le rendre interactif directement avec des interactions simples et en taille réelle, collaborer avec votre équipe sur un même projet avec différents casques qui ne sont pas forcément de réalité virtuelle, de réalité mixte, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 HoloLens forcément que pour travailler dessus, vous pouvez avoir un HTC Vive et un HoloLens combiné. Et enfin, vous pouvez le distribuer sur plusieurs plateformes. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer ce propos. Donc voilà, là, je suis en train d'importer du contenu à partir de Dropbox. Là, c'est un modèle 3D qui va apparaître. Je peux l'agrandir, le rétrécir, le déplacer dans ma scène en fonction de mes besoins. On peut mettre des images, des vidéos, du son, il y a vraiment plein de possibilités. Ou des formes géométriques, changer la couleur, voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut personnaliser un petit peu son espace et créer des expériences assez facilement. Mais avec tout ça viennent des problématiques. Donc déjà, c'est que l'interface, elle est affichée dans un monde, qu'il soit virtuel ou réel. Donc c'est un peu comme le robot, sauf que cette fois, l'interface, elle est autour de vous. Il faut, comme pour le Kinect et la Wii, il faut limiter la fatigue musculaire. Si vous devez tout le temps avoir votre main en l'air avec HoloLens pour interagir avec la machine, vous allez vraiment vous lasser très très vite, surtout que dans des cas de productivité comme celui que je viens de vous montrer. Il faut aussi gérer l'interaction à 360 et 3D, mais cette fois centrée sur l'utilisateur. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un champ de vision sur HoloLens, c'est ça. Donc quand vous regardez comme ça et vous ne voyez pas les objets virtuels au-delà de ce champ de vision.
Donc il faut vraiment penser à ça, notamment parce que votre curseur, comme je vous le rappelle, est lié à votre regard. Donc si votre interface bouge en même temps que vous n'allez jamais pouvoir la viser. Bon, c'est pas très pratique. Faut qu'elle soit toujours là, vu qu'il n'y a pas de manette, mais en même temps que vous puissiez l'activer. C'est ce que je vous disais, donc il faut rendre l'interface disponible sans être trop pressante. Si elle est tout le temps devant vous, trop près, il faut vraiment gérer les distances de confort et qu'elle s'adapte à votre environnement. Il ne faut pas qu'elle rentre dans un mur si vous tournez la tête. Si votre menu est dans le mur, c'est une galère, c'est pas possible. Et non plus, il ne faut pas qu'elle rentre dans un objet virtuel. Donc en fait, nous, notre menu, on a décidé de le centrer sur l'utilisateur, forcément. Mais quand on le regarde, il est plus grand que lorsqu'on ne le regarde pas, parce qu'on se dit que si vous voulez interagir avec, vous allez le regarder, et par regarder, je veux dire avec les mouvements de votre tête toujours liés au curseur. Voilà, et il va vous suivre en fonction de vos mouvements pour être toujours disponible, mais discrètement dans votre champ de vision. Il ne va pas bouger dans tous les sens. Le but, c'est qu'il soit le plus discret possible, mais toujours disponible. Là, je décidé de parler de contextualité pour prendre en compte le contexte, comme tout à l'heure avec les robots. Donc là, je vais vous montrer une vidéo du menu. Donc là, vous voyez, quand je vais dessus, il devient plus grand. Lorsque je me déplace, il reste dans le champ de vision un peu décalé. Il reste stable, il reste fixe, il ne rentre pas dans le modèle 3D. Et je peux aussi le réduire complètement, si j'ai envie juste de profiter de ma scène. Et là, il est tout discret, et si je veux, je peux le rendre à nouveau grand. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'appareils qui existent, et l'application peut donc exister sur plusieurs appareils. Donc là, il faut quand même proposer une expérience cohérente. Si vous savez vous servir de votre application sur un HoloLens, il faut que vous sachiez vous en servir sur un HTC Vive instantanément. Donc ça, il faudra vraiment rester cohérent. Mais il faut aussi prendre en compte les spécificités de chaque appareil. Si vous gardez exactement la même chose sur un HoloLens que sur un casque qui a des manettes, forcément, il va y avoir une incohérence avec les possibilités de la technologie et ce que vous avez mis en place. Donc par exemple, nous, ce qu'on a fait pour le menu, comme je vous l'ai montré, il peut devenir plus petit et plus grand. Là, cette fois, cette fonctionnalité va être remplacée par le fait d'amener le menu sur la manette. Donc ce même bouton va vous servir à amener le menu sur la manette et vous allez pouvoir interagir soit avec l'autre manette, soit directement avec soit le joystick, soit le touchpad en fonction de la manette que vous avez, parce que pour tous les appareils, les manettes sont différentes. Donc c'est pareil, il faut aussi gérer à chaque fois différentes interactions. Donc cette fois, bien sûr, vous allez venir, c'était la cohérence. Bon, bien sûr, c'est bien joli de concevoir, mais aussi, on le sait tous, il faut confronter notre design à notre population cible. Donc, je vais vous parler un peu des contraintes que j'ai pu rencontrer lors de mon expérience et les solutions qu'on a pu y trouver. Déjà, la première contrainte, tous ceux qui ont fait des tests utilisateurs le savent, c'est de recruter des participants. C'est toujours une tâche fastidieuse parce qu'il faut trouver des gens qui soient dans votre cible, qui soient disponibles à un moment donné, à un endroit donné. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et vous pouvez avoir des problèmes de confidentialité. Donc forcément, lorsque vous travaillez dans les nouvelles technologies, votre produit est souvent confidentiel très longtemps avant sa sortie, mais il faut quand même que vous avanciez dessus. Donc par exemple, pour Paper, on n'avait pas le droit de montrer le robot à des personnes extérieures à l'entreprise. Les problèmes de confidentialité, ça peut juste être signer un NDA, donc là c'est assez simple, donc un contrat de confidentialité, ou carrément interdiction de montrer le produit. Donc ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on avait la chance d'avoir pas mal de recrutements. Donc, lors du premier jour du recrutement d'une personne, on le faisait directement passer en test utilisateur pour qu'il soit confronté au robot et qu'on voit en fait les réactions comme une personne qui ne travaillait pas encore dans l'entreprise. Bien sûr, il y a toujours des biais, mais ce qui est important, c'est de les avoir en tête. Forcément, on n'avait pas toute la cible qui était représentée par les nouveaux arrivés. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de personnes âgées. Mais bon, au moins, ça vous permet d'avancer avec les moyens du bord et de pouvoir quand même avoir des résultats exploitables, toujours en prenant en compte les biais. Vous pouvez aussi avoir le problème d'une population cible rare. Donc, si vous l'avez compris, Minsight, ça s'adresse à des professionnels qui ont des casques et qui savent s'en servir. Il se trouve que quand on a commencé à développer Minsight, il n'y avait pas encore de HoloLens en France. Donc, ce n'est pas forcément pratique de trouver des gens qui correspondaient à cette cible. Mais c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait demander à une autre entreprise qui correspondait à cette cible, et on allait les former nous-mêmes à HoloLens. Donc bien sûr, ça ne remplace pas quelqu'un qui est vraiment habitué et qui travaille avec tous les jours, mais au moins on s'est dit que si des novices y arrivaient à peu près, des experts et qui connaissaient bien la technologie ne seraient pas perturbés. Donc, toujours en prenant en compte ces biais et en faisant attention lors de l'interprétation des résultats. Donc la solution, en gros, c'est d'être flexible sur le profil des participants recrutés, mais toujours en faisant attention lors de l'interprétation.
Une autre contrainte, ça c'est pareil, c'est le cas pour tous les produits, c'est observer des comportements authentiques. Forcément, les gens qui arrivent en test utilisateur, ils sont souvent stressés ou impressionnés. Donc là, je vous ai mis une fille qui fait un peu flipper en observatrice. Voilà, donc il faut pouvoir les détendre, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Il peut aussi y avoir un décalage entre l'environnement de test et le réel. Là où vous faites passer vos tests utilisateurs, ça ne va pas forcément correspondre aux conditions d'utilisation de votre produit. Mais également un décalage entre le matériel utilisé et le produit. Donc là, encore une fois, ça peut introduire des biais. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait par exemple sur Just Dance. Donc Just Dance, c'était un des tests utilisateurs les plus difficiles que j'avais à faire parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'entreprise et vous leur dites bonjour, super, voilà. Et tout d'un coup on dit bon bah c'est parti, maintenant on danse. Bon. Autant vous dire que si on est un petit peu timide ou voire même si on est normal, c'est pas forcément l'ambiance de soirée comme vous pouvez l'avoir chez vous. Donc la solution à ça, c'est qu'on a décidé d'aller chez des gens, des volontaires, où on leur disait invitez vos amis, votre famille, invitez qui vous voulez comme une soirée normale. Et nous, en fait, on venait avec le matériel pour leur donner le prototype de Just Dance. On restait dans un petit coin et on observait tout à fait discrètement pour voir un petit peu comment ils s'en servaient et ce qui se passait. Bien sûr, ça, c'est assez coûteux. Et il faut faire attention au niveau de budget, en termes de temps, c'est assez coûteux. Mais si vous choisissez des moments clés de votre développement, ça peut vraiment être très intéressant. D'autres cas auxquels j'étais confrontée, c'était par exemple Nao. Donc, comme je vous le disais, on n'avait pas forcément d'enfants recrutés dans notre entreprise. Alors qu'un des use cases, c'était les écoles. Donc on s'est dit, ah bah tiens, il y a une école en bas de l'immeuble, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Allons voir si ça les intéresse. On allait les voir, effectivement, ça les intéressait beaucoup. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on amène un Nao dans une salle de classe et pour qu'on puisse un peu observer ce qui se passait. Donc bien sûr, il y avait une méthodologie derrière que je vais vous épargner, mais en gros, on a pu aller dans une classe de CP et de CE2, et ça nous a vraiment permis de voir en conditions réelles, pour les élèves et pour le maître ou la maîtresse, de voir un peu ce qui se passait et comment ils interagissaient avec le robot dans cet environnement qu'eux maîtrisaient déjà. Un autre cas, c'était dans les maisons de retraite. On faisait une étude sur la perception des robots par les personnes âgées. Donc cette fois, on est allé dans une maison de retraite pour faire des entretiens directifs, individuels, à plusieurs et aussi des questionnaires. Donc en gros, on a eu deux groupes qui se sont dégagés. On avait un groupe qui était très attiré par la technologie, qui était vraiment content, qui se disait ah bah c'est bien, ça va me rapprocher de mes petits-enfants, on a envie de voir un peu comment ça va devenir dans le futur, etc. Et on avait un groupe qui était très réticent, voire hostile, qui disait non, moi je veux pas en entendre parler, je veux pas en voir, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas pour moi. Donc comme je vous disais, il y avait des questionnaires, des entretiens, et on finissait les sessions en fait par amener Nao devant eux. Et donc Nao arrivait, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, mais il est plutôt mignon. Et là, les deux groupes ont réagi exactement de la même manière. Ils avaient envie de parler au robot, ils avaient envie de le toucher, d'interagir. Même les plus réticents, ça a complètement changé leur perception des robots à ce moment-là. Donc ce que j'essaie de vous dire à travers ces deux exemples, c'est que pour l'école, il ne faut vraiment pas hésiter à demander à des institutions extérieures de vous aider, parce que eux, ça peut vraiment les intéresser, et vous, vous aurez des résultats qui seront assez sympas à exploiter. Et tout le monde était vraiment ravi, tous les élèves étaient très contents, et la maîtresse aussi, donc c'était vraiment une super expérience. Et avec l'exemple des maisons de retraite, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention à comment vous évaluez. Donc là, on évaluait le concept des robots, et c'est vrai que d'en avoir un vraiment devant eux, ça a complètement changé leurs attitudes. Donc il faut vraiment faire attention à ça et utiliser un matériel le plus proche possible de votre produit si c'est ce que vous cherchez à évaluer. Donc, si ça vous a intéressé, je vais vous donner des petits conseils que j'ai tirés de mon expérience. Déjà, il ne faut pas avoir peur des erreurs. On passe notre temps à essayer, à se rater, à réessayer. Vraiment, on se dit « Ah, mais ça, c'est super, c'est sûr, ça va marcher, ça va être génial. » Et on l'essaye, en fait, c'est complètement nul. Donc, il ne faut vraiment pas se dire « C'est nous qui sommes nuls. » C'est juste, c'est des technologies nouvelles. Il faut apprendre à les appréhender, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment prendre du recul et pas du tout se laisser submerger par ces échecs parce qu'ils amènent toujours vers du meilleur et c'est ça le plus important. Il faut également, je pense, avoir de l'expérience ou au moins un mentor, parce que l'être humain, c'est complexe. Donc, designer pour lui, ça l'est encore plus. Et c'est vrai qu'il faut déjà avoir intégré toutes les notions de design UX et d'ergonomie
pour pouvoir prendre le recul nécessaire et les adapter à cette nouvelle technologie, ou au moins avoir quelqu'un un petit peu pour vous guider. Il faut aussi être créatif et flexible, un peu comme dans les tests utilisateurs, où du coup on essaye de trouver des petites astuces, mais aussi pendant la conception, parce que forcément on est confronté à énormément de contraintes techniques, parce que les technologies commencent, donc c'est assez limité, et puis ça devient toujours meilleur, mais c'est vrai qu'au tout début, les trucs qui nous paraissent hyper simples, un petit peu comme le robot, où on se dit mais pourquoi il ne comprend pas qu'on lui fait coucou, quand on design parfois et qu'on n'a pas exactement la connaissance de la techno derrière, on se dit mais attends, mais ça c'est hyper simple, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Et donc votre design qui vous paraissait génial à la base, il n'est juste pas possible, et il faut vraiment trouver des compromis et être flexible par rapport à ce qui est possible techniquement. Et dans cette notion-là, avoir une équipe pluridisciplinaire. Parce que échanger avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas forcément été formatées comme vous, c'est vraiment très très riche. Et comme il faut toujours innover, toujours être plus créatif, c'est vraiment super. Parce que par exemple avec les développeurs, eux ils vont savoir tout ce qui est possible technologiquement, et techniquement plutôt. Et c'est vrai que moi à l'inverse, je ne vais pas forcément savoir tout ce qui est possible, mais je vais pouvoir avoir d'autres idées justement qui sortent du cadre, mais qui quand même étaient possibles techniquement, mais que lui n'a pas eu. Nous, notre travail aussi, c'est pas forcément d'avoir toutes les bonnes idées, clairement pas, c'est de cadrer ces idées et les transformer en une structure claire pour élaborer un design cohérent. Donc vraiment, n'hésitez pas à échanger. Il faut aussi faire beaucoup de veille. Il faut tout le temps se renseigner parce que ça bouge très vite, il y a plein de gens qui essayent plein de choses et vraiment toutes les semaines il y a des nouvelles choses qui sortent. Donc il faut tester le maximum de produits qui aient une bonne réputation ou une mauvaise. J'ai fait des tests de réalité virtuelle atroces où on se sent très mal à la fin, mais au moins je sais pourquoi et je me dis bon ça je ne vais pas le faire dans le mien parce que ça ne marche pas du tout. Et au contraire ce qui est plutôt positif, et ben là on va se dire ah c'est cool, ça pourrait peut-être nous servir pour ça, et en fait on s'enrichit tous les uns des autres de ce qu'on poste sur internet, comment on partage en fait sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter aussi à aller à des événements et à échanger en fait avec des personnes qui ne postent pas forcément sur les réseaux mais qui ont des choses tout aussi intéressantes à partager. Donc en gros, ma presse était un petit peu riche, donc je vais vous résumer un petit peu les idées que j'aimerais vous transmettre. C'est qu'être UX designer dans les nouvelles technologies, c'est pas un poste confortable, parce qu'il y a les difficultés dont je vous ai parlé au niveau de la connaissance des standards et des utilisateurs, mais c'est vraiment passionnant, parce qu'il y a tout qui est à faire, et ça c'est assez riche. Ça nous permet de vraiment être créatifs et de partir sur autre chose. Avec ces nouvelles technologies, les interactions sont plus naturelles et paradoxalement difficiles à concevoir. Parce qu'en fait, on retourne un petit peu au monde réel qui nous entoure, c'est vraiment intégré dans notre vie, et c'est plus comme je vous disais, un ordinateur qui est figé à un endroit donné. Et bizarrement, revenir à ce naturel, c'est pas hyper facile, d'autant plus avec les problèmes techniques dont je vous parlais, mais au final, les méthodes restent les mêmes. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est que vraiment, vous avez juste un peu à vous adapter à la technologie, la connaître un peu, et après c'est bon, on part sur les méthodologies habituelles, il n'y a pas de différence. Que votre produit soit trop petit, trop grand, confidentiel ou pas, il y a toujours une solution pour réaliser des tests utilisateurs. Bien sûr, vous ne pouvez pas forcément tout tester sur l'ensemble de votre population. L'idéal, c'est de pouvoir le faire par la suite au moment où vous pourrez, mais ce n'est pas forcément évident. Mais il y a toujours des moyens d'avoir des résultats exploitables et qui pourront vous permettre d'améliorer votre produit et d'avoir une expérience utilisateur vraiment bien. En gros, il y a tout qui est à faire. Votre travail d'aujourd'hui, ça deviendra peut-être le standard de demain, et ça, c'est assez cool à se dire. Donc en gros, les nouvelles technologies ont besoin d'UX designers pour être utilisées par leur cible, l'humain. Donc ça, c'est vraiment important parce que typiquement, le premier frein à l'adoption de la réalité élargie, donc réalité virtuelle, mixte et augmentée, c'est l'expérience utilisateur et le manque de contenu. Donc il faut vraiment montrer à quel point vous êtes utile, pas hésiter à solliciter les entreprises qui développent ce genre de technologie en technologie push et qui ne vont pas forcément penser à un UX designer, même si c'est assez à la mode. Moi, typiquement, j'ai été la 3e employée de ma start-up. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que mes patrons ont vraiment compris qu'il fallait vraiment centrer le développement de leurs produits autour de l'être humain et de leurs utilisateurs. Et ça, si vous avez la chance de tomber sur des patrons qui le comprennent, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de montrer aussi à quel point c'est important et ce que vous allez pouvoir apporter au produit et à l'entreprise, du coup, forcément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Si vous êtes intéressé par notre produit Minsight, n'hésitez pas à aller sur notre site web minsight.co.
Si vous voulez échanger, me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on va passer aux questions réelles. Ouais, alors déjà, merci beaucoup Alexia, bravo. Belle présentation. Oui, on va passer aux questions. Alors du coup, j'ai une licence Axure à faire gagner, donc je ne sais pas si ça vous motivera plus pour les questions. Allez, je fais un tour d'horizon. Alors j'ai une question là-bas, au milieu. Bonjour Alexia, merci pour la présentation. Moi, c'était plutôt un exemple en fait que je demandais. Dans tous les exemples que tu as cités, c'était des tests à partir d'une technologie qui avait déjà été développée, en fait, ou qui était déjà conçue, comme le robot, qui avait déjà sa forme, etc. Comme c'est des technologies que les gens ne connaissent pas, je pense notamment aux assistants vocaux. J'ai pu travailler récemment sur ce sujet. Et le protocole de test est un peu difficile à mettre en place parce que les gens ne savent pas réellement le code qu'ils doivent utiliser, il y a tout un apprentissage autour. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation ? Et comment tu as procédé en fait ? Alors non. J'ai eu la chance de toujours... le hardware était là en fait. Moi j'ai plus travaillé sur le software, mais c'est vrai que ça pose des problématiques aussi parce que par exemple en hardware, Paper, il n'y avait pas encore du designer à l'époque où le hardware a été fait, et on se retrouve avec des micros qui sont dans la tête plutôt que sur les oreilles. Donc si la personne veut lui dire un secret, elle va plutôt aller dans les oreilles et ça ne correspond pas à l'humain. Donc là, c'est vrai que ça devient assez compliqué, mais je pense que c'est comme un peu tous les produits, juste en prototypant. Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises pour prototyper leur expérience VR, comme il n'y a pas encore d'outils avant Minsight pour faire ça. Ils utilisent des cartons, en fait, ils les affichent quand il faut en fonction de l'expérience qu'ils veulent proposer. Et je pense que c'est en faisant comme ça aussi, faut être un petit peu créatif et essayer de reproduire, même si c'est pas exactement comme ça le sera dans le produit, mais voilà, en jouant avec des choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude de jouer, comme du carton pour de la réalité virtuelle, par exemple. Moi aussi, pour designer, donner les spécifications aux développeurs, parce qu'ils me demandent des tailles précises, forcément, pour les éléments, en fonction de la profondeur, je mets le casque, je mets l'élément que je veux, et je le mesure avec un mètre, et tout le monde me voit mesurer quelque chose qui n'existe pas pour eux, vu que c'est moi qui ai le casque. Donc voilà, faut penser un petit peu autrement et essayer de faire comme on peut en fonction des moyens. Autre question ? Oui, bonjour. Et bonjour Alexia, et merci pour la conf. Donc c'était par rapport au côté de l'affordance que tu avais parlé. Ma question c'était, lorsqu'on fait on va dire une UI en 2D, c'est sûr que c'est plus évident cette question de l'affordance, de ce que c'est qu'un CTA, comment on le représente. Je suis désolée, je ne comprends pas très bien. Pardon, je sais pas si c'est le micro qui est pas assez près, mais j'ai dû... Alors, bien près de la bouche, le micro. Donc c'est sûr que dans une interface 2D, c'est plus facile, on va dire, ou plus évident de créer quelque chose dans le thème de l'affordance, par exemple un CTA. C'est plus facile de l'identifier que dans un univers en 3D. Donc ma question c'est, est-ce que dans ces nouvelles technologies, on essaye de se baser justement sur une UI en 2D et on essaye de l'exécuter pour avoir un côté familier, ou est-ce qu'on essaye de s'éloigner plutôt de ça et d'essayer de créer des nouveaux comportements qui viennent définir cette nouvelle technologie ? Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement on se la pose régulièrement. En gros, c'est ça, c'est que moi il y a plusieurs interfaces où pour l'instant on reste en 2D parce que, donc là je parle pour la réalité virtuelle ou mixte par exemple, je reste en 2D parce que les utilisateurs c'est ce qu'ils connaissent pour l'instant avec les technologies qui ont été développées auparavant, et c'est plus une volonté de ne pas les perdre à un moment où c'est inutile et de leur proposer des choses magiques sur autre chose, mais par exemple choisir un fichier, les afficher partout, tous les fichiers qu'on a, on va être noyé dans de la densité informationnelle. S'il faut se déplacer à tel endroit pour activer tel fichier, ça ne va pas être pratique. Donc on reste sur des interfaces assez simples pour ces interactions qui sont un peu plus compliquées et plus proches de ce qu'on a l'habitude de faire, comme quand on choisit une photo sur son smartphone ou quoi. Et on va partir sur des choses un peu plus innovantes pour des interactions qui valent le coup et qui vont vous éduquer petit à petit à penser autrement votre interaction avec la machine. Alors on va prendre encore juste 2 questions. On a un monsieur ici et on aura une dame qui réclame depuis tout à l'heure. Donc bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Je me demande, quand tu fais des tests avec les robots et tout notamment,
est-ce que tu peux être amené à conclure dans les tests utilisateurs que le robot, c'est pas la bonne solution? Ou est-ce que vous partez directement sur un robot? Je pense notamment, je sais pas si c'était Pepper ou un autre robot, mais par exemple qu'ils avaient installé dans un hôpital. Et il se trouve que c'était pas du tout la bonne réponse de mettre un robot parce que malgré tous les tests utilisateurs et tout, le robot répondait mal. Comme tu dis, l'histoire du secret, les gens ne lui parlaient pas comme c'était prévu, il pouvait pas monter les escaliers, etc. Et est-ce que dans tes tests utilisateurs, tu peux être amené, et pareil pour la VR que les robots, dire mais la solution technologique ou le robot en lui-même, déjà, nos tests utilisateurs montrent que c'est pas une bonne idée, donc abandonnons ça. Ou est-ce qu'une fois que tu es parti dans un test de robot, de toute façon tu fais les tests là-dedans et tu te dis la solution du robot elle est déjà choisie, donc on la pousse même si c'est pas super satisfaisant? J'ai jamais été vraiment confrontée, mais effectivement, c'est pas toujours la bonne solution. Enfin, la technologie peut ne pas être la bonne solution. C'est vrai que, par exemple, un robot qui va accueillir à un endroit donné, s'il doit, on va lui donner en fait, on va faire évoluer en fonction des besoins qu'on a et aux capacités du robot. Par exemple, les questions ouvertes, en tout cas pour l'instant, qu'on va pouvoir poser au robot, il va pas savoir y répondre, donc ça sert à rien de se lancer là-dedans. On va vraiment plus se focaliser sur des choses un petit peu plus simples, comme renseigner sur un produit donné ou des choses comme ça, mais explique-moi l'origine de ce produit. Si c'est pas prévu dans le robot, c'est vrai que ça va être compliqué et c'est pas forcément un besoin qu'il y a dans le magasin. Donc en gros, oui, moi j'ai jamais conclu de test comme ça en disant non, ça c'est pas le bon truc à faire, mais effectivement, c'est pas parce que vous avez une technologie qu'elle est utile partout, et il faut savoir la rendre pertinente pour une utilisation donnée. Je sais pas si ça répond à la question. Et une dernière question ici, je suis désolé, on n'en prendra pas plus. C'est vous Bonjour. Au milieu. Okay, je vous parle. Bonjour, merci pour toute cette présentation. J'ai deux interrogations. Okay. La première concerne la réalité virtuelle. J'aurais désiré savoir si vous aviez pu croiser vos expériences avec la DGA, donc tout ce qui faisait au niveau de l'armée. Et puis, parce que ce sont la réalité virtuelle est pas mal utilisée chez eux. Et deuxième question, j'aurais voulu savoir si pour les robots, quel avait été le besoin initial d'utilisation de ces robots. Alors par rapport à l'armée, effectivement, ils ont beaucoup d'avance. C'est vrai que c'est là que ça s'est développé. Donc effectivement, on essaie de voir un petit peu ce qui se fait, mais toujours dans une démarche un peu différente. Pour les robots, excusez-moi, c'était quoi la question? Le besoin de commandeur de départ. Plus à côté de la bouche, le micro. Ah oui, le besoin de départ. En fait, les robots, c'est un peu technologie push. On en a tous rêvé. Il y en a eu dans plein de films de science-fiction. Et c'est vrai que moi, je vois pas un cas d'utilisation vraiment prioritaire sur les autres. On peut faire plein de choses avec. C'est comme la réalité virtuelle. Il y a vraiment plein de cas d'utilisation. Ça peut être de la formation, de l'aide, du voyage, du divertissement, des choses plus concrètes. Ça peut être vraiment plein de choses. Et le robot, c'est pareil. Ça peut être pour accompagner des gens qui se sentent seuls ou qui ont besoin d'assistance. Ça peut être juste du divertissement, de compléter un petit peu donc comme je disais dans les magasins, c'est compléter un petit peu l'expérience utilisateur de magasin avec eux pour vous aider sur des besoins précis. C'est assez large et en fait, c'est ça aussi la richesse. Si je vous dis c'est quoi le use case principal d'un ordinateur, en fait, il y en a plein en fonction de votre profil et ce dont vous avez besoin. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas qu'une seule chose pour laquelle ils sont utiles, et il y en a plein. Ok, donc merci Alexia. Alors on va juste terminer avant que tu t'en ailles par choisir la question qui t'a plu le plus, on va dire. J'ai bien aimé la question sur l'affordance, parce que c'est vrai qu'on se la pose assez régulièrement. Alors. Et voilà, ça a l'air de faire vraiment plaisir. Très bien. Bon, du coup, vous avez gagné une licence Axure, vous pourrez venir les chercher tout à l'heure. On remercie encore une fois beaucoup Alexia, parce que vraiment c'était très très intéressant. Puis ça nous sort un peu de notre domaine habituel.